Alors, je vais présenter Simon Bousseau, qui est étudiant au doctorat en études littéraires à l'UQAM. Il prépare une thèse sous la tutelle de Bertrand Gervais à propos du retour du sujet et de la problématisation de l'héritage postmoderne dans l'œuvre de l'écrivain américain David Foster Wallace. Il est aussi le directeur adjoint du Salon. Si je parle sans le micro, est-ce que vous m'entendez en arrière? Parce que ça me rend vraiment inconfortable quand j'entends ma voix un peu se dédoubler. OK. C'est trop postmoderne. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier le comité d'avoir organisé cette table ronde. Je trouve que c'est une belle initiative. Puis j'aimerais ça aussi vous remercier de vous être déplacés pour venir nous entendre. Donc, mon intervention s'intitule « La plongée dans le réel de David Foster Wallace ». On va passer d'une analyse au niveau macro que Sébastien vient de faire, une analyse plus ponctuelle. Donc, ceux qui suivaient le groupe sur Facebook, j'avais annoncé en fait la nouvelle que je souhaitais analyser. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais enfin, tant pis pour vous si vous ne l'avez pas lu. Donc, Sébastien parlait d'une drôle de bête. Moi, je parle d'un oiseau. David Foster Wallace est un drôle d'oiseau. Dans un entretien de 1993, alors que la rédaction d'Infinite Jest était bien entamée, il a affirmé, je le cite, être le seul postmoderne qui vénère sans réserve Tolstoï. Dans le même entretien, il situait son recueil Girl with Curious Hair dans la tradition moraliste. Il disait appartenir à une génération qui ne possède aucun héritage moral et croyait que l'écrivain contemporain doit d'abord et avant tout aborder la question des valeurs partagées. Tout ça ne cadre pas tellement avec le postmodernisme. On a même parfois l'impression, en exagérant un peu, que Wallace se rapproche de l'argumentaire avancé par John Gardner en 1979 dans son livre On Moral Fiction, où celui-ci qualifiait les écrivains postmodernes de dangereux nihilistes dont les œuvres ne pouvaient prétendre au statut d'art véritable. Il y a donc quelque chose de très décalé dans la posture adoptée par Wallace et sa façon de subordonner l'écriture à des impératifs moraux peut, à tort ou à raison, sembler passéiste ou impertinente. Il faut par contre noter que Wallace propose une critique du postmodernisme depuis l'intérieur du château fort. Sa démarche ne consiste pas tant à invalider le postmodernisme qu'à tester ses effets, questionner ses limites et vérifier son effectivité potentielle. En ce sens seulement, on pourrait dire, même si le terme est affreux, qu'il est postmoderne. Après avoir mis au banc des accusés l'histoire, les valeurs humanistes, le culte du progrès, il s'agirait de réinvestir le monde d'un sens dont il a été dépouillé, de le réenchanter en orientant la réflexion littéraire non plus seulement sur les doutes partagés, le doute postmoderne étant devenu une pratique consensuelle, mais aussi sur la possibilité de partager des valeurs. Si Wallace est moraliste, c'est en ce sens précis qu'il faut l'entendre. Le doute radical, maintenu dans le temps, aboutit à une impasse. Il s'agirait pour l'écrivain contemporain d'affirmer des valeurs qu'il juge porteuses de la richesse de l'expérience humaine. Je crois qu'il faut penser l'œuvre de Wallace à partir de la postmodernité parce que sa façon d'aborder les problèmes qu'il préoccupe est formatée par les procédés stylistiques postmodernes. Sa conception de la littérature se construit comme la contrepartie du formalisme qu'on a souvent accolé au postmodernisme, particulièrement à la métafiction. Autrement dit, si Wallace se situe volontiers dans un cadre esthétique qui est postmoderne, il met cette esthétique au service de l'affirmation d'une conception de la littérature qui cherche à s'éloigner du doute systématique, de l'ironie et du solipsisme qu'il croit déceler dans le postmodernisme. Au tout début d'Infinite Jest, alors que les étudiants de l'Institut Enfield discutent d'un examen de littérature portant sur Anna Karénine, Hall exprime en une phrase le renversement souhaité par Wallace. Il reproche à l'examen de porter sur la syntaxe de Tolstoï, sur le style, plutôt que sur le destin des familles malheureuses. Faisant référence à la première phrase d'Anna Karénine, c'est quoi déjà? Toutes les familles heureuses le sont de la même façon, les familles malheureuses le sont de façon différente, grosso modo. Donc, on peut dire que Wallace est bien plus, se montre davantage concerné par des questions existentielles que par des questions textuelles.
Je dirais que ce qui lui importe n'est pas tant la mécanique de la fiction que les moyens d'investigation et de connaissance du réel qu'offre cette mécanique. Il me semble par ailleurs que l'œuvre de Wallace porte la marque de ce que les sociologues Ulrich Beck, Anthony Giddens et Scott Lash désignent comme étant la modernité réflexive, terme qu'ils préfèrent à celui de postmodernité. Ceux-ci affirment que la modernité se caractérise par une généralisation grandissante de la réflexivité dans toutes les sphères de l'activité humaine, qu'il s'agisse de l'art, de l'économie ou de la science. L'œuvre de Wallace témoigne de cette réflexivité croissante lorsqu'elle reprend l'auto-réflexivité littéraire du postmodernisme afin de montrer que sa logique s'applique aussi à l'expérience du sujet. D'une écriture où le texte exacerbe sa textualité, on passe à un projet littéraire où l'identité du sujet et son rapport au monde sont soumis à cette même circularité et l'autoréflexivité littéraire est ainsi doublée d'une forme de self-consciousness existentielle qui est par ailleurs le trait le plus caractéristique de l'écriture de cet auteur. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que la critique de l'autoréflexivité textuelle est la critique d'un projet qui, pour Wallace, tourne à vide et devient rapidement solipsiste. En portant son attention sur l'expérience du sujet, Wallace cherche à éviter cet écueil, mais il le fait de façon paradoxale, puisqu'ultimement, sa démarche l'amène à poser le constat de la solitude du sujet contemporain, prisonnier de cette mauvaise version de l'infini qu'est la subjectivité. Du constat d'une littérature solipsiste, on passe au constat non moins douloureux d'une existence menée dans une forme malsaine de réflexivité. Rapidement, un exemple afin de montrer que Wallace cherche à briser la boucle autoréflexive postmoderne en mettant à l'avant-plan le hors-texte, le lecteur et sa réalité. Wallace semble avoir été fasciné par la valeur allégorique que peut avoir un récit. Il a dit par exemple que la nouvelle The Balloon de Donald Barthelme lui a fait réaliser qu'il souhaitait devenir écrivain. Ce texte, dans lequel un immense ballon apparaît et prend de l'expansion sans raison apparente à New York, fonctionne comme une allégorie de l'interprétation et met en scène de façon très ironique l'impossibilité typiquement postmoderne d'arrêter l'inflation du sens. Une des nouvelles les plus ouvertement allégoriques de Wallace, Forever Overhead, est un bon exemple du glissement réflexif dont je parle. D'ailleurs, personne ne semble avoir remarqué que ce texte où un jeune garçon décide de sauter pour la première fois du plongeon de la piscine municipale est en fait un intertexte d'un passage de Lost in the Funhouse de John Barth, le texte postmoderne allégorique par excellence. Au tout début de cette nouvelle, Barth affirme que le plongeon pourrait être un symbole littéraire tout à fait décent. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être que John Barth ne retient pas ce symbole de la plongée afin de réfléchir à la littérature, mais choisit plutôt l'image de la salle au miroir, symbole par excellence de l'autoréflexivité littéraire, mais également pour Wallace du solipsisme de la littérature postmoderne. Il me semble assez évident que dans cette nouvelle, Wallace cherche à régler ses comptes avec John Barth en proposant que le plongeon soit une allégorie de l'écriture plus sensée que ne peut l'être une salle au miroir. Pourquoi? Tout d'abord parce que le plongeon implique une certaine vectorialité qui est à opposer au repli sur soi de la salle au miroir. Alors que Barth affirme que le plongeon pourrait bien être un symbole littéraire convenable, sans toutefois développer l'idée, Wallace propose que le plongeon peut représenter, de façon allégorique, la plongée dans le réel, expérimentée par un jeune homme en train de devenir adulte. Ce qui se profile dans cette allégorie, c'est la possibilité qu'aurait la littérature, en rendant compte de l'expérience d'un personnage, de réfuter la solitude qui serait celle du lecteur en insistant sur l'idée qu'il existe certains dénominateurs communs de l'expérience humaine, à commencer par l'angoisse et le self-consciousness, qui sous la plume de Wallace sont des mots endémiques de la société occidentale actuelle. C'est ce que suggère le passage où le narrateur décrit les deux taches de saleté accumulées au bout du tremplin, qui se révèlent être les traces de peau morte provenant des pieds des plongeurs précédents. Il s'agit en fait de la présence d'une absence, les taches attestant, je cite le texte, de la violence de la disparition des gens. La nouvelle fonctionne donc sur deux plans. Tout d'abord, elle rend compte de l'expérience du jeune homme de 13 ans, pour qui la conscience semble grandir main dans la main avec l'angoisse. Le narrateur qui s'adresse au jeune homme en question, donc le texte est écrit au-dessus,
réactive d'ailleurs une idée qu'on retrouve partout dans l'œuvre de Wallace. Je cite, « Tu as décidé que la peur est causée principalement par la pensée. » Parallèlement, on peut dire que la nouvelle met en scène de façon allégorique le travail de l'écrivain, qui est ici de traiter de ses traces de pied, qui relie ensemble le destin du jeune plongeur à ceux qui l'ont précédé sur le tremplin et à ceux qui le suivront, des personnages certes, mais aussi d'une certaine façon, vous et moi. C'est en tout cas ce que Wallace cherche à suggérer. Donc, pour conclure, peut-être que cette nouvelle peut nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui lie Wallace au postmodernisme. À mon avis, le plus important est de remarquer le glissement qu'il fait subir à l'autoréflexivité. Pour Wallace, la mise en scène d'une conscience textuelle, et non pas sexuelle, hypertrophiée, ne suffit plus. La logique de l'épuisement proposée par John Barth en 68 serait elle-même épuisée. En posant avec emphase la question de la tristesse du sujet contemporain, Wallace fait véritablement basculer la métafiction et avec elle le postmodernisme sur le terrain de l'éthique. Je ne crois pas qu'il le fasse avec une confiance naïve, puisqu'il y a aussi dans ses œuvres une mise en scène de l'échec qu'on a trop peu souligné et qui me semble profondément tragique. Pour terminer, je vais ajouter que je suis plutôt méfiant face à l'étiquette de postmodernisme qu'on accole parfois à Wallace et à d'autres auteurs. Je crains que le terme trahisse une vision platement téléologique de l'histoire littéraire, comme si la littérature progressait d'un pas décidé. Je vois d'ailleurs chez Wallace une logique du retour aussi bien qu'une logique du dépassement. Il renoue par exemple avec le roman psychologique, mais aussi avec la question de la croyance. Il partage avec l'avant-garde historique le fantasme d'un art qui soit effectif. Au fond, l'œuvre de Wallace montre peut-être qu'on peut être postmoderne malgré soi, postmoderne et repentant, et que la postmodernité est sans doute moins une esthétique précise qu'un contexte dans lequel nous sommes plongés malgré nous.